Combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour? Je ne sais pas si vous regardez le rapport que vous envoie votre téléphone en général toutes les semaines. Est-ce que vous êtes addict? Est-ce que peut-être votre partenaire de vie est addict, vos enfants, vos amis, vos collègues, je ne sais pas. Moi, j'ai clairement un problème. Je vous le dis là entre nous. Vous allez l'entendre dans l'épisode où je reçois Kenneth Schlenger, qui est un start-upper, qui a créé une application qui s'appelle Opal et qui vous permet de limiter vos usages de votre téléphone portable. Ça peut sembler étrange comme ça au premier abord de se dire que vous avez besoin d'une app ou qu'on a besoin d'une app pour limiter ses usages, et pourtant vous allez comprendre pourquoi c'est le cas et qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie. C'est quoi l'usage de votre téléphone? C'est quoi l'impact d'utiliser votre téléphone en permanence? Vous allez vous rendre compte que finalement, ça a des usages évidemment extrêmement positifs, mais aussi des impacts extrêmement négatifs. Je vous laisse écouter la conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Kenneth, comment ça va? Bonjour Greg, ça va très bien et toi? Ça va bien. Combien de temps je suis passé sur mon téléphone aujourd'hui? Attends, je vais regarder. Très bonne question. Je pense que pour démarrer cette conversation, je pense que voilà, ma moyenne quotidienne est à 5h27. Ok. Voilà. Et je sais pas aujourd'hui précisément. Ça me dit pas. Aujourd'hui, bon, moins, parce que évidemment, aujourd'hui, je suis à 3h14, mais il est 15h30. Eh ben, écoute, c'est un début. C'est un début. Tu te situes un peu au-dessus de la moyenne. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas trop mal. Ça va. Donc on va parler de l'addiction aux écrans. Moi je me défends toujours en disant oui, mais moi je travaille avec mon téléphone, tu vois, faut que je sois sur Instagram, tout ça. Mais en vrai, bon, c'est pas une très bonne excuse. Je pense qu'on est tous les gens qui ont un smartphone, on va dire. Plus ou moins d'ailleurs, parce que je connais plein de gens qui sont pas du tout addicts. Mais dès que tu commences à être actif sur les réseaux sociaux, ça crée de l'addiction. Alors la problématique que je me pose, c'est est-ce que c'est les réseaux sociaux qui créent de l'addiction ou est-ce que c'est le téléphone en lui-même qui crée une addiction? Ouais. Déjà, je pense que pour te rassurer, tu es pas le seul. La plupart des gens, je pense, tu as raison, sont d'une certaine manière ont une addiction. Et l'addiction, ça peut aussi être quelque chose qui a un sens bénéfique. La technologie, on l'utilise parce que c'est incroyable, ça nous permet de faire des choses qui sont folles. Le problème de ces technologies, c'est qu'elles ont été conçues pour être addictives. Et on peut en parler un peu plus. Mais le problème pour moi, il se situe au moment où, si tu veux, tu sors ton téléphone, tu ouvres Instagram par exemple, et 30 secondes plus tard, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas pourquoi je suis là, et je viens interrompre quelque chose d'important. C'est ça le problème. C'est le problème de l'intention, en fait. Il faut être très intentionnel dans la manière dont on utilise la technologie, s'assurer qu'on est en contrôle, qu'on est en train d'utiliser l'outil, et que ce n'est pas l'outil qui nous utilise. Et c'est ça qui est dur. Moi, ce que je remarque dans mes usages, souvent, j'ai besoin d'aller sur Instagram. Parce qu'en fait, le problème maintenant, c'est que les gens t'écrivent sur 15 000 plateformes différentes. Donc déjà, parfois, je me souviens plus d'où les personnes m'écrivent. Mais parfois, je vais sur Instagram avec une raison précise et je me fais happer. C'est-à-dire qu'en fait, je pars ailleurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je suis là, genre, attends, pourquoi je suis sur Instagram déjà? Ou sur LinkedIn ou je ne sais où, tu vois, enfin, peu importe l'application. Et je suis là, genre, mais qu'est-ce que je voulais faire déjà? Enfin, tu vois, ce truc. Et ça, c'est assez incroyable. Et ce que je trouve intéressant, et j'aimerais bien que tu réagisses, il y a cette phrase qui dit. Enfin, c'est une phrase, pas vraiment une phrase, mais c'est une citation. On a des cerveaux ou des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des godlike technologies, je sais pas trop comment dire, des technologies comme Dieu, ou en tout cas des technologies qu'on maîtrise pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ouais, je pense que c'est le fondement du problème, c'est-à-dire que la technologie continue à évoluer, continue à s'améliorer. On a des choses incroyables qui sortent tous les jours, chaque semaine, et qu'on a envie d'utiliser, qu'on utilise de manière très positive. Mais on n'a pas forcément évolué d'un point de vue biologique pour pouvoir consommer l'intégralité de cette information, pouvoir avoir du sens, créer du sens à partir de cette information et trouver un équilibre. C'est vraiment le corps du problème. Et je connais bien cette citation. C'est un chercheur qui s'appelle Edward Wilson, qui était le père de la sociobiologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il se posait la question de comment interpréter des comportements sociaux à partir des fondements biologiques. Et c'est vraiment ça le corps, c'est que
En fait, aujourd'hui, on a les technologies qui nous permettent de consommer une quantité d'informations absolument illimitée, mais on a les cerveaux qui sont pas forcément adaptés pour ça. Et ça crée un ensemble de problèmes, des problèmes individuels et des problèmes sociaux. Les problèmes individuels, c'est on est surmené, burn-out, c'est des problèmes de santé mentale. On a une crise de santé mentale aujourd'hui dans l'intégralité du monde occidental. Et des problèmes sociaux, à mon avis, qui sont très liés à ça aussi, qui sont parce qu'on est surmené, parce qu'on est bombardé d'informations, on n'est plus capable nécessairement de séparer le vrai du faux, on n'est plus capable de raisonner, on n'est plus capable d'être en fait des acteurs qui vont faire fonctionner les systèmes comme la démocratie. Donc c'est des problèmes qui sont à la fois individuels, des problèmes qui sont sociaux. Et à mon avis, cette phrase que tu viens de citer, c'est le fondement en fait de beaucoup de ces problèmes. Ça gêne souvent les gens quand on leur dit mais tu sais, tu peux te faire manipuler. Tu sais, on a l'impression, on a quand même cet ego de se dire attends, mais non, mais moi c'est pas pareil, je maîtrise complètement ce que je fais, c'est totalement en conscience. Quand je vais sur Instagram, je sais ce que je fais, ou quand je passe du temps sur TikTok qui est encore plus addictif, je sais ce que je fais, etc., etc. Ils veulent pas accepter l'idée que en fait, ils sont en train d'être manipulés par un algorithme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, pas le fait que les gens n'acceptent pas d'être manipulés, mais est-ce que tu peux nous expliquer la manipulation ? Bien sûr. Oui, je pense que c'est une autre analogie que j'aime bien, c'est que tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as déjà été influencé par une publicité, par exemple ? Tout le monde va dire non, jamais. Pas du tout. Moi, je clique jamais. C'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Mais la réalité, c'est que c'est une industrie énorme qui effectivement change le comportement des gens. Mais on a une illusion de contrôle qui est très claire. Et c'est d'ailleurs en fait la clé des business models des entreprises qui sont parmi les plus grosses success stories des dernières années, dont Facebook et beaucoup d'autres boîtes d'économie de l'attention, c'est en fait que c'est complètement imperceptible. Il y a Tristan Harris, le fondateur de ce mouvement qui s'appelle Humane Tech, qui a aussi créé sur Netflix ce show que vous avez probablement vu, qui s'appelle The Social Dilemma, qui parle de ces sujets-là, mais qui parle en fait de changements imperceptibles sur le comportement. Et imperceptible, c'est très important. C'est-à-dire que c'est en fait comment créer de la technologie qui va être effectivement très addictive, utilisée et très utile. Donc Instagram, Facebook, Google, d'une certaine manière, et beaucoup d'autres. Et qui va en fait de manière imperceptible changer notre comportement. Il y a beaucoup de science qui est allée là-dedans. Et c'est un business model qui est très profitable et qui a permis évidemment à ces entreprises d'investir des milliards pour travailler avec les ingénieurs les plus talentueux du monde à améliorer cette technologie, la rendre plus puissante et la rendre plus imperceptible. Moi, j'aime beaucoup aussi cette autre citation de Charlie Munger, tu sais, le cofondateur de Berkshire Hathaway, qui dit montrez-moi les incitations, je vous montrerai les résultats. En fait, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut regarder les incitations des créateurs des technologies qu'on utilise tous les jours. Donc là, j'ai un iPhone dans la main, je crois que tu en as un pas loin aussi, oui. Développé par Apple. On utilise des logiciels comme WhatsApp qui sont développés par Meta, Facebook, Google, etc. Et en fait, il faut essayer de comprendre l'incitation qu'il y a derrière. Quel est leur business model ? Donc Apple vend du hardware, des appareils électroniques. C'est leur business model principal. Plus on utilise ces appareils, plus on va racheter le prochain appareil. Et plus on va acheter l'iPhone à 1200 €. Et donc, du coup, leurs incitations consistent à faire en sorte qu'on utilise l'appareil le plus. Et si on regarde évidemment l'économie d'attention, comme Facebook, comme Google et beaucoup d'autres, c'est encore plus direct, c'est-à-dire plus tu utilises leur logiciel, plus ils gagnent de l'argent, littéralement. Bien sûr. Et donc, le résultat, quand on a un business model qui est très profitable et des entreprises qui peuvent investir des milliards, enfin plutôt des trilliards sur de nombreuses années pour améliorer ses produits, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les 5 heures que tu passes aujourd'hui sur ton téléphone, ce qui n'est pas énorme, mais de manière plus large. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais tu vois sur une journée de vie, c'est la moitié de ma journée. La moitié de ma journée de vie, quoi. Ouais, enfin, un peu moins quand même, mais c'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est pas mal. Sur la moyenne qu'on garde aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui a un travailleur d'information, un knowledge worker,
Aux États-Unis, c'est 72% du temps éveillé passé devant un écran. Donc c'est à peu près les 3/4. Mais là, moi, je parle que de mon téléphone. Voilà. Je parle pas de mon ordinateur. Voilà, exactement. Il y a évidemment le téléphone, l'ordinateur, la télévision et beaucoup d'autres. Pas la télé. Ouais, ça va alors déjà. C'est déjà ça de gagner. Mais c'est aussi, j'insiste sur le fait que, parce que je suis pas du tout catastrophiste, moi je pense plutôt en termes d'opportunité, c'est-à-dire qu'on se dit voilà, on passe tout ce temps sur ces écrans, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait être vraiment en contrôle du temps qu'on passe, si on pouvait utiliser ce temps pour vraiment améliorer notre bien-être, améliorer les choses qui sont importantes pour nous. Ça peut être la productivité, ça peut être le bien-être, ça peut être les relations avec les autres, et je pense que c'est pas une question fondamentalement de la technologie est mauvaise, c'est plus quelles sont les incitations des gens qui construisent cette technologie, et comment on peut améliorer ces incitations ou les changer ou choisir de manière concrète et directe de par exemple d'acheter ou d'utiliser des logiciels qui sont alignés en termes d'incitation. En parlant d'intention, peut-être qu'on peut repartir de la base, c'est-à-dire, et on en parlait juste avant tous les deux, mais des études que ces personnes ont faites, que ce soit Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, comment il s'appelle, le fondateur de... Kevin Systrom. Voilà, Kevin, qui est le fondateur d'Instagram. C'est quoi les études qu'ils ont faites à Stanford qui expliquent, parce qu'en fait, on pourrait s'en vouloir aussi individuellement, de dire, ou en vouloir à son conjoint, sa conjointe, de dire, mais... tu touches plus ton téléphone que moi, c'est quelqu'un. Par ailleurs, tu touches plus ton téléphone que tes enfants. Je sais plus, tu m'as dit le chiffre, mais je me souviens plus. On touche, on ouvre son téléphone plus de 100 fois par jour, ce qui est infiniment, enfin plus que le nombre de fois qu'on touche un être humain dans la journée, de manière assez claire. Donc on peut en vouloir à son conjoint, sa conjointe, et en même temps, est-ce qu'il faut s'en vouloir à soi-même, ou est-ce que, enfin, comment ça a été conçu, comment on en arrive là en fait? Je pense pas qu'il faut s'en vouloir à soi-même, surtout que la culpabilité en général n'est pas positive pour un changement de comportement. Il faut plutôt en fait avoir une attitude positive que négative pour pouvoir vraiment changer de comportement, surtout dans un milieu addictif. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse, mais par exemple, l'alcoolisme, le AA, Alcoholics Anonymous, c'est fondé sur une relation de pair, où il y a quelqu'un d'autre qui s'assure qu'on fait les choses bien, mais positive. C'est-à-dire que c'est des relations sociales qui sont positives. C'est pas on va te pointer du doigt en disant tu as fait les choses mal. Donc il faut pas je pense, sentir coupable. Mais pour revenir sur pourquoi on en est arrivé là, et surtout notamment parce que les produits qu'on utilise aujourd'hui chaque jour, ils ont été construits de manière très consciente, avec une intention très claire et des incitations très claires, qui est de maximiser l'attention, maximiser le temps passé, et avec des recherches scientifiques qui ont permis en fait d'avancer et de construire ces produits. Et tu posais la question sur les études et les fondements. Donc il y a un ensemble de chercheurs qui ont dans les 50 dernières années travaillé sur les sujets de l'addiction, et travaillé sur les sujets de qu'est-ce qui fait une addiction, comment on fait pour notamment prévenir une addiction. Et aux États-Unis, il y a à Stanford en particulier un professeur qui s'appelle B.J. Fogg qui a créé un laboratoire qui s'appelle le Behavioral Design Lab de Stanford, qui travaillait notamment ces sujets. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les entrepreneurs de la tech, notamment Mark Zuckerberg, notamment Kevin Systrom, ont étudié avec ce professeur et ce lab pour comprendre en fait les mécanismes de l'addiction, et en fait comment comprendre et comment construire des loops addictives, des boucles addictives qui sont très structurées et basées sur un fondement scientifique assez fort, et ensuite comment les transformer en produits pour que ça puisse toucher des millions de personnes. Donc le résultat, il n'est pas uniquement individuel, c'est pas uniquement parce que je suis pas assez fort, mais c'est vraiment parce qu'on a en face une force qui est très, très, très puissante, qui est la science, qui est la recherche et qui est
des gens et des business qui ont construit de manière intentionnelle des produits addictifs. Et à noter que, parce que peut-être les gens qui nous écoutent vont se dire c'est qui ce connard de professeur, mais en fait l'objectif du professeur à l'origine c'était l'inverse. Lui il voulait couper les addictions en fait quand il a fait ce lab, et en fait c'est là où ils ont été pervers, que ce soit Kevin ou Mark Zuckerberg, c'est qu'ils ont utilisé les recherches d'un professeur qui lutte contre les addictions pour générer de l'addiction en fait. En gros c'est ça. Oui, exactement. Et c'est effectivement la recherche. C'est très souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est une recherche qui n'avait pas l'intention évidemment de créer ça. Et j'irais même plus loin, je pense que aussi, si on prend Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, etc., quand on commence à créer un produit et qu'on a aussi des intentions qui sont très louables, avec connecter le monde pour Facebook, pour Instagram, permettre à tout le monde de partager des magnifiques photos, développer des talents artistiques, etc. Mais le problème, c'est le business model. Et en fait, quand on conçoit un business model et qu'on dit, voilà, c'est un produit qui va être gratuit, c'est pas un produit gratuit. Jamais. C'est jamais gratuit. Et en fait, le business model, l'incentive, la structure d'incitation finit toujours par créer le résultat, même si on a les meilleures intentions initialement. C'est quoi les impacts? Donc, moi j'ai en tête cet article de The Atlantic que tu as lu nécessairement, qui s'appelait Have Smartphones Destroyed a Generation? Donc, est-ce que les smartphones ont détruit une génération? C'est quoi les impacts des smartphones sur les gens et plus spécifiquement sur les jeunes? D'abord les gens et puis ensuite les jeunes. Il y a déjà moins de liens sociaux par définition. Mais... Ouais. Et je pense que donc il y a des impacts très positifs. Déjà, je veux toujours commencer par ça. Moi, j'utilise un iPhone, j'utilise beaucoup aussi. Oui, donc moi aussi, de toute évidence. Et c'est pas pour être manichéen. Il y a beaucoup de choses incroyables. Mais j'aime bien utiliser l'analogie de la nourriture, en fait, ou de la diététique. C'est-à-dire que, en fait, quand on prend la diététique ou la nourriture, la plupart des gens savent qu'il y a certaines choses qui sont plutôt bonnes, certaines choses qui sont plutôt mauvaises, que surconsommer, en général, c'est pas très bien, qu'il faut chercher un certain équilibre. Il y a beaucoup de sciences qui existent, il y a beaucoup de coutumes qui existent aussi depuis des millénaires sur, on consomme la nourriture, c'est des repas, on s'assoit pour le déjeuner, pour le dîner, avec une famille, avec sa famille ou avec ses proches, etc. Et en fait, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'on a créé ces nouvelles technologies. Maintenant, on peut consommer en fait cette information de manière complètement illimitée à n'importe quel moment de la journée. Et il manque, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de coutumes, il n'y a pas beaucoup de science encore. Et donc, on est un peu laissé au dépourvu. Mais les impacts qu'on voit du côté négatif, c'est surtout la surconsommation, de manière assez claire, est liée à des problèmes de santé mentaux. Donc, la relation, elle est assez établie entre, par exemple, la consommation de réseaux sociaux et les symptômes dépressifs, notamment chez les jeunes, mais pas seulement. Des problèmes qui sont liés au sommeil. Donc on sait qu'évidemment plus on utilise des écrans tard dans la nuit, moins on dort en général. Et là c'est le patron de Netflix qui disait mon principal concurrent c'est le sommeil. Ouais, c'est incroyable. Cette phrase elle est dans le dos. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est effectivement il y a des études qui sont en cours sur le burn-out, sur le surmenage aussi et la consommation d'écran. Mais de manière générale, je pense qu'on peut dire que la surconsommation a des effets qui sont adverses, comme la surconsommation de nourriture a des effets adverses sur la santé et aussi sur la productivité. On observe aussi dans les troubles de l'attention, il n'y a pas d'effet de causalité qui est avéré encore, mais on observe des effets de corrélation où les gens qui consomment plus d'écran disent avoir plus de troubles de l'attention. Il y a la définition médicale de ce que c'est que les troubles d'attention, TDAH, je crois, en français, etc. Mais il y a aussi le déclaratif où les gens qui ressentent ça. On ressent, je pense, tous qu'on est moins concentré, que beaucoup, en tout cas entre nous, qu'on n'est plus capable vraiment de lire un livre ou de faire ce genre de choses. Ouais, mais en fait, quand tu lis un bouquin, enfin moi en tout cas, quand je lis un bouquin ou quand je regarde une série, c'est pas complètement... C'est même assez courant que je prenne mon téléphone. Ouais. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai pas besoin, j'ai pas envie, enfin si j'ai envie de toute évidence, mais il y a, en fait ça va aller chercher de la dopamine, non, c'est ça aussi l'histoire derrière. Oui, bien sûr, ouais. Il y a aussi les circuits de récompense, enfin
pour revenir sur la recherche qui avait été faite par By Fogg notamment sur les mécanismes addictifs, mais c'est des boucles où en général donc il y a un déclencheur, un trigger, donc ça peut être par exemple l'ennui ou le stress, etc. Ensuite il y a un comportement, donc je vais prendre mon téléphone, et ensuite il y a une récompense. Et la récompense, très souvent, en fait, il y a une dimension chimique et biologique qui est le fait d'avoir la dopamine qui est relâchée. On sait par exemple que quand tu reçois un like sur Instagram, sur Facebook, ça déclenche en fait une réaction de dopamine qui est une hormone qui génère en fait une sensation de plaisir ou de contentement et qui va faire que tu vas aller chercher de plus en plus. Mais aussi quand tu refresh ton email, mais aussi quand tu regardes n'importe quelle en fait source d'information qui a la variété et qui existe en continu, ça a cet effet physique sur notre cerveau. Et il faudra inviter des experts en biologie, que je ne suis pas du tout, mais effectivement, c'est une manière de mesurer la récompense que tu reçois quand tu prends ça. Et ça, quelle que soit la source, c'est-à-dire en fait, même quand c'est des likes de gens que tu ne connais pas, ça marche quand même. Je pense qu'il y a différents niveaux d'impact. Ça, je n'ai pas de données particulières là-dessus, mais il y a un effet de variété qui est très fort, en fait, qui est juste l'ennui. En fait, ce qui a disparu, c'est un thème un peu différent, mais ce qui a disparu, je crois, dans notre vie aujourd'hui, c'est l'ennui. Et c'est-à-dire que, je sais pas, il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qui prenaient le métro, par exemple, je sais pas, il y a 15 ans, il n'y avait rien à faire, en fait. Tu pouvais lire un livre, oui. Regarder les autres, réfléchir. Lire le journal. Voilà, par exemple. Mais aujourd'hui, en fait, peu importe où on a toujours cette machine dans notre poche qui nous permet d'avoir en permanence du contenu frais, de travailler, de s'informer, de s'amuser en permanence. De se donner une contenance aussi un peu. Aussi de se donner une contenance, ouais. Il y a aussi l'aspect, il y a l'ennui et peut-être ça c'est plus le côté, l'inconfort aussi. L'inconfort en société par exemple, tu peux très facilement te sortir de cet inconfort. Donc oui, l'ennui a disparu et l'inconfort d'une certaine manière. Et effectivement, il y a une récompense chimique à ça aussi. L'une des conséquences que je vois chez les plus jeunes, c'est parce qu'en fait c'est marrant parce que tu peux prendre ton téléphone parce que tu te sens seul et en même temps ça génère de la solitude. Et en fait ce qu'on voit, c'est des jeunes qui étrangement, alors c'est pas lié que au smartphone, mais ne sortent plus de chez eux. C'est-à-dire qu'en fait ils sortent beaucoup moins, ils prennent moins de risques. Je le dis souvent, ils ont moins de relations sexuelles, etc. Ils sont beaucoup plus dépressifs, ça t'en a parlé. Pourquoi en fait, comment ça se fait en fait? Je sais pas si tu as les réponses d'ailleurs, mais non, c'est plus une opinion que des faits là, mais je pense que en fait quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est une simulation de l'amitié, une simulation de la vie sociale. C'est pas la vie sociale, c'est une simulation de la vie sociale. Donc ça peut avoir des effets bénéfiques qui sont incroyables, par exemple. Ça peut être le prolongement. Pardon. Parce que ça peut en être le prolongement, ça peut être tiens regarde, je t'envoie un message, j'avais pas pensé à ça, je t'envoie un message, on va se rencontrer pour prendre un café, je sais pas, n'importe quoi, ce genre de choses. Mais c'est aussi pas aussi riche qu'une relation physique ou en personnel, etc. Et donc ça, c'est pas du tout aussi satisfaisant pour les gens en études. Effectivement, on voit qu'il y a une corrélation aussi très claire entre l'arrivée de l'iPhone et le fait que les jeunes sortent moins de relations sexuelles. C'est sûr que ça existe et c'est avéré. Je pense, pour être très optimiste quand même, parce que c'est important aussi, bien sûr. Mais je crois qu'en fait les nouvelles générations sont très très conscientes de ce problème, beaucoup plus que peut-être toi et moi. Je pense que tu vois quelqu'un qui a genre 16 ans aujourd'hui à Paris a globalement une bonne idée du fait que les réseaux sociaux c'est génial, mais ça a aussi des effets négatifs, cherche des solutions et je pense que ils seront beaucoup moins affectés en fait. Ces nouvelles générations seront moins affectées parce qu'elles vont être plus conscientes plus tôt. Je pense qu'il y a une génération qui était entre deux, un peu sacrifiée, qui a été un peu, oui, qui a vraiment été malmenée parce que c'est lancé 100% là-dedans sans forcément avoir cette réflexion. Mais je crois que ça va changer.
En fait, moi, je vois deux choses. J'ai vu un article dans le New York Times de jeunes qui utilisent maintenant des Nokia, tu vois, donc pas des smartphones. Ouais. Donc vraiment des jeunes, 11-12 ans, qui veulent pas avoir de smartphone. Mais j'ai vu aussi mes potes qui ont des enfants de 11-12 ans, justement, qui crient, qui pleurent, qui font des scènes pour avoir un smartphone, pour accéder à WhatsApp, et qui critiquent leurs parents en disant « mais tu me coupes de la vie sociale », etc. À noter que les enfants de Mark Zuckerberg, etc., n'ont pas le droit au smartphone. Ouais. Par ailleurs, ça veut un peu tout dire, mais... C'est clair. Mais on voit les deux tendances, en fait. Donc, c'est intéressant. C'est les jeunes, parce qu'il y a cette prise de conscience chez certains, et d'autres parce qu'en fait, il y a une pression sociale à avoir un smartphone aussi aujourd'hui. Parce que ça veut dire que c'est un objet qui a de la valeur, et on sait bien que dans la cour de l'école, t'as envie d'être hyper normal, donc t'as envie d'être comme les autres, et donc d'avoir le smartphone comme tout le monde. T'as pas envie d'être le weirdo, c'est sûr que non. Ouais. Ou la personne excentrique, enfin, tu vois, ça vient bien plus tard. Ouais. Et puis, il y a, c'est effectivement, si les boucles se font sur WhatsApp pour les plus vieux, quoique là, c'est des gamins de 12 ans, donc ils sont sur WhatsApp, comme quoi. Ça arrive. Très tôt. Ouais. Mais sur TikTok ou je ne sais où, du coup, ça te coupe de la vie sociale d'une certaine manière aussi. Enfin, et en même temps, ça transvale. C'est ça qui est un petit peu perturbant, je trouve, dans cette histoire de smartphone, c'est que tu as du bon et du mauvais. Et c'est ce que tu disais, c'est pas binaire, c'est pas noir et blanc, voilà. C'est toujours un petit peu flou. Et la question derrière, c'est évidemment comment on fait pour limiter son usage. Est-ce que c'est le Pomodoro, non, c'est ça la méthode que j'essaie d'utiliser par ailleurs, je sais pas exactement quel est le nom, mais c'est Pomodoro, où tu fais 20 minutes de concentration, 5 minutes tu fais autre chose, 20 minutes de concentration, Est-ce que ça peut être une technique? À quelle heure il faut arrêter de regarder un écran? Quels sont les impacts sur le sommeil? Je veux bien que tu me racontes ça. Oui, bien sûr. Je pense que tu l'as résumé bien en disant il y a du bon et du mauvais. C'est encore important, c'est un outil incroyable. La question, c'est pas de supprimer, la question c'est pas non plus nécessairement de juste réduire, la question c'est juste de bien l'utiliser. Et bien l'utiliser, pour moi, ça veut dire que son utilisation est alignée avec ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut accomplir aujourd'hui, demain, etc. Et ça dépend, il y a des gens très différents qui ont des jobs, par exemple les gens qui font des podcasts, et d'autres qui travaillent en magasin, d'autres qui sont profs, d'autres qui sont étudiants, etc. Donc ça dépend, et c'est très personnalisé. De la même manière que, je prends encore l'exemple de la nourriture, mais c'est aussi très différent en fonction des gens. Certaines personnes ont besoin de certaines choses et d'autres ont besoin d'autres choses. Donc la bonne approche, je pense que... donc je vais quand même donner des réponses concrètes, mais donc moi je crée une application qui s'appelle Opal, qui est une application de gestion du temps d'écran, qui est l'application leader aujourd'hui sur l'iPhone. Et notre approche, c'est de permettre aux gens de s'autoréguler, pour résumer. Donc en fait, de dire à certains moments de la journée, à tel moment de la journée, je vais faire telle chose. À cet autre moment de la journée, je vais faire ça. Parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc par exemple, pendant mes heures de travail, je vais limiter mon accès aux réseaux sociaux ou aux news ou ce genre de choses. Et à l'inverse, samedi ou dimanche, je suis en famille avec mes amis, je ne vais pas regarder mon Slack, mon Gmail. Et on met en place des mécanismes qui nous permettent de faire ça et qui permettent en fait aussi d'avoir une expérience positive plutôt que restrictive. Donc c'est-à-dire que, et c'est très subtil, mais il y a, le design et l'expérience globale transmet un sentiment positif et d'accomplissement plus que on vous a enlevé les bénéfices. Donc je pense que c'est vraiment mettre en place des plages d'horaire, des plages de la journée, à structurer sa journée, structurer sa semaine pour accomplir les choses qui sont importantes pour soi. Donc par exemple les heures de travail, par exemple le matin, c'est des moments assez clés. Donc un exemple classique qui est très utilisé dans l'application, c'est les premières heures du matin. Donc je me lève pendant l'heure qui suit mon réveil. Je vais essayer de ne pas aller sur les réseaux sociaux, je vais essayer de ne pas regarder mon travail. Pourquoi c'est important, le matin ? Le matin, c'est un moment qui est clé pour donner le ton de la journée. On sait que, par exemple, si... tu as une expérience difficile au sortie de nuit ou quelque chose qui est peut-être triste ou déprimant, par exemple, ça va avoir un impact sur le reste de la journée. C'est pour ça que
Traditionnellement, le matin, on se lève, on ouvre les volets, on essaie d'aller dehors assez rapidement, avoir de la lumière du soleil, par exemple, ce genre de choses. Ça va donner le ton de toute la journée et ça va être très important. C'est un moment très important, assez sacré quasiment pour le reste de la journée. C'est aussi en général un moment où on est chez soi avec son partenaire si on en a un ou sa famille par exemple, et donc c'est des moments qui sont assez précieux. Le moment, c'est vraiment entre le sommeil et le début de la journée. C'est très important en fait de commencer la journée de la bonne manière, sur le bon pied. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que si tu regardes Instagram, donc par exemple, je prends l'exemple d'Instagram, mais les réseaux sociaux en manière générale, statistiquement, quand tu sors d'Instagram, tu te sens moins bien quand tu as commencé Instagram. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de données là-dessus. Chez les hommes et chez les femmes, chez tous les profils? Ouais, en moyenne. En moyenne. Et c'est parce que c'est un instrument incroyable de comparaison, avec évidemment des photos qui sont mises en scène pour donner une représentation très éloignée de la réalité et très positive et très enjolivée de la réalité. Donc le sentiment en fait qu'on a en général quand on ouvre Instagram, c'est pourquoi est-ce que ma vie est pas aussi cool, pour résumer. Et donc par exemple, si on commence la journée avec ça, on va avoir une émotion qui est négative, qui peut rester avec nous tout au long de la journée. C'est un exemple. Si on commence avec un email, par exemple, de son boss ou de quelqu'un d'autre qui nous énerve, ça peut aussi rester avec nous. Donc en fait, avoir un petit moment de pause, c'est assez utile. De la même manière, le soir, c'est aussi un moment assez important par rapport au sommeil, mais on sait qu'il y a une fenêtre importante à respecter, qui est respectée par très peu de monde, donc vous vous sentez pas mal si vous en faites partie. La plupart des gens, je crois que la statistique c'était aux États-Unis, les 3/4 des gens dorment donc avec leur téléphone à côté à côté de leur lit, en général parce que c'est utilisé comme réveil, et beaucoup n'éteignent pas leur téléphone et aussi le mettent même pas en airplane mode, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des textos, ce genre de choses pendant la nuit. C'est assez quand on regarde toute la population, c'est assez important. Donc ce que les experts vont vous dire, pas uniquement d'ailleurs par rapport au téléphone, mais il faut vraiment créer un espace sacré dans sa chambre, essayer de séparer sa chambre avec les distractions possibles. Et effectivement, ça aide beaucoup moi, ce que j'essaie de conseiller à tout le monde, mettre son téléphone en dehors de sa chambre, le brancher sur le mur, potentiellement de sa cuisine ou n'importe où c'est possible. La séparation physique aide beaucoup. Et il y a d'ailleurs aussi de la science qui est liée à ça, c'est que la partie la plus profonde de notre cerveau, en fait, le positionnement des objets est très important on assigne de la valeur au positionnement des objets. Donc c'est-à-dire que si on met son téléphone à côté de son lit, qu'il est éteint, on va se rappeler que ce téléphone est là, et ce téléphone, il nous rappelle beaucoup de choses, il nous rappelle notre travail, il nous rappelle nos amis, il nous rappelle tous les messages auxquels on n'a pas répondu, toutes les possibilités des choses qu'on devrait être en train de faire et qu'on n'est pas en train de faire, et ça va avoir un effet néfaste sur notre sommeil. Tu parlais tout à l'heure de l'ennui, c'est quoi le rôle de l'ennui? C'est une bonne question. Moi, j'ai une opinion là-dessus aussi, mais je pense que l'ennui et le repos sont assez liés. Le repos, c'est important. C'est un moment où on n'est pas en train de produire, on n'est pas en train d'optimiser. D'optimiser, exactement. Et je pense, en tout cas, dans mon expérience, l'ennui, c'est peut-être le moment où c'est ce qui précède le moment le plus créatif. Si on est en permanence stimulé, je pense que c'est très difficile de créer quelque chose de nouveau. Donc je pense que ça, c'est un rôle important. D'ailleurs, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te dire j'ai eu cette idée sous la douche. Mais peut-être que c'est lié au fait que, en l'occurrence, sous la douche, aujourd'hui, en tout cas, tu n'as pas de téléphone. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de téléphone sous la douche. Et peut-être que c'est lié, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, bah oui, tu as des idées sous la douche parce que c'est un petit moment, ça dure pas très très longtemps. Mais néanmoins, t'as pas d'écran, t'as pas de sollicitation et tu t'ennuies plus ou moins parce que t'es en train de faire quelque chose, mais c'est finalement assez méditatif de prendre une douche. Totalement, je pense que tu as totalement raison. Je pense que c'est aussi, d'ailleurs, la raison pour laquelle
t'as des activités qui deviennent de plus en plus populaires. Le yoga, par exemple, pour moi, et la méditation, c'est des exemples importants. En fait, ça fait partie des seules activités acceptables aujourd'hui où en fait il n'y a pas de téléphone. Donc je pense que c'est pour ça que ça a de plus en plus de valeur. Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi à ce que raconte Esther Perel sur deux choses. Donc Esther Perel, que j'ai reçue sur le podcast, c'est l'épisode 40. Donc c'est une thérapeute spécialisée sur le couple. Et elle dit deux choses. La première, c'est... alors je ne sais plus exactement l'expression qu'elle utilise, mais tu sais, cette présence paradoxale finalement, où l'autre, le compagnon, la compagne est présente, mais en fait, pas vraiment, puisqu'elle est sur son téléphone. Et ça crée une détresse d'abandon chez l'autre. C'est la première chose. Et la deuxième chose qu'elle racontait, alors c'est connexe, mais c'est pas lié, où elle dit à New York, où elle vit, donc les gens sont tout le temps busy, il faut prévoir 3 semaines à l'avance, c'est toujours compliqué de les voir. Et pourtant, quand tu leur demandes de bloquer une demi-journée, c'est possible, parce qu'en réalité, la majorité, ils restent chez eux. Et en fait, ils font rien, ils sont en train de regarder Netflix ou d'être sur leur téléphone. Et donc ils disent qu'ils sont occupés, mais finalement, la réalité, c'est que ils font pas grand-chose. Et ça me fait penser... Tu vois, moi, quand je regarde mon temps sur mon téléphone, tu vois, je me dis, ah oui, j'ai pas eu le temps d'appeler un tel, ou j'ai pas eu le temps de faire ci, de faire ça, peut-être que je voudrais écrire un deuxième livre, etc. Et je me dis, 5 heures par jour. Enfin, tu vois, alors je pourrais sans doute pas supprimer l'intégralité des 5 heures, parce qu'il y a aussi des choses que je fais qui sont professionnelles, mais néanmoins, c'est 5h30, quoi, c'est énorme. Enfin, dans une journée, c'est vraiment beaucoup si tu cumules sur un mois, simplement, tu vois, t'arrives vite à 150 heures, quoi. Donc, c'est énorme. Et donc, ça te libère un temps hallucinant, finalement. Ouais. Ou plutôt, ça te le prend. Et je pense que c'est la vision optimiste des choses. C'est dire qu'en fait, du coup, on a tous ces opportunités incroyables de prendre des décisions qui peuvent nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire, que ça soit passer du temps de qualité avec les gens, comme tu dis, de trouver une heure pour appeler telle personne, pour... prendre un café avec la personne, pour juste s'asseoir et parler avec quelqu'un, pour faire un hobby, pour apprendre un instrument de musique, enfin, je veux dire, tout est possible. Et on a tous en fait cette opportunité aujourd'hui. Et en fait, d'une certaine manière, le côté très positif de ces technologies, c'est que en fait, on est beaucoup beaucoup plus productif en réalité théoriquement. C'est-à-dire que on peut faire beaucoup, beaucoup plus de choses si ça dépend des gens qui ont des travaux qui utilisent moins ces technologies, mais aujourd'hui, tu peux contacter des gens, effectivement, de n'importe où, à n'importe quel moment, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Mais il faut savoir les utiliser. C'est un peu comme si, en fait, on a créé ces technologies extrêmement puissantes sans donner un manuel. C'est-à-dire, un manuel, pas un manuel de comment... utiliser ces technologies au sens premier du terme, mais comment les utiliser pour améliorer notre vie en fait. Voilà, en fait c'est un peu ce que j'essaie de faire avec Opal, qui est à la fois donc créer un outil qui permet de structurer sa journée, mais aussi donner de l'éducation et aussi permettre de lire les données d'utilisation. Donc tu as regardé ton temps d'écran aujourd'hui, ce qui est une donnée intéressante. Mais on a une autre donnée sur l'application auquel je crois beaucoup, on a construit un indicateur de concentration qui en fait permet de scorer ton niveau de concentration tout au long de la journée, minute par minute, en fonction de la manière dont tu utilises ta technologie. C'est-à-dire quelles apps tu utilises, avec quelle fréquence, est-ce que tu changes de contexte très rapidement, ce genre de choses. Et donc certaines applications, par exemple, si tu ouvres TikTok et que c'est une application qui est très distrayante, donc ça va faire diminuer ton score de concentration. Si tu restes sur Notes, je sais pas, pendant 20 minutes d'affilée, c'est plutôt une utilisation concentrée. Et en fait, on va pouvoir déduire un indicateur de concentration qui peut te permettre de comprendre aussi les moments de la journée auxquels je suis plus distrait. Est-ce que c'est les moments où je suis fatigué ? Est-ce que c'est les moments où je suis... peut-être que je travaille trop, et qu'en fait c'est peut-être pour ça aussi que je me déconcentre trop facilement, que j'ai besoin de me reposer tout simplement. Peut-être que c'est parce que je fais quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et donc en fait, voilà, développer des instruments pour pouvoir en fait permettre à un maximum de monde de... bénéficier de cette opportunité incroyable de mieux utiliser la technologie en fait. Mais est-ce que c'est pas étrange de se dire est-ce qu'on peut pas s'auto-contrôler, c'est-à-dire que je connais des gens qui suppriment par exemple Instagram de leur téléphone et qui n'y accèdent que depuis soit un iPad, soit depuis l'ordinateur. Est-ce que ça c'est pas une option? Est-ce que tu peux pas t'auto-contrôler? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une app
pour t'aider? Parce qu'en fait, c'est bizarre de se dire je vais devoir avoir besoin d'un outil pour me contrôler. Tu vois, c'est un peu frustrant de se dire comment ça se fait que je suis pas capable de le faire moi-même en fait. Mais non, c'est évidemment, et certaines personnes y arrivent très bien, c'est possible. On peut effectivement supprimer les applications, on peut, évidemment, ça a un coût. Le coût, c'est de ne pas pouvoir bénéficier des côtés positifs de cette app, de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas pouvoir contacter ses amis, etc. Donc en général, c'est un coût qui est trop important pour la plupart des gens, ou en tout cas, ils vont le faire temporairement, ensuite ils vont revenir. Et ouais, c'est bizarre, effectivement, on vit dans un monde bizarre, mais en même temps, il faut comprendre que toutes ces technologies qu'on utilise, elles n'existaient pas il y a quelques années. Et ça revient à l'illusion de contrôle, c'est qu'en fait, on a une illusion d'être vraiment en contrôle, mais ce qui devient assez clair, c'est que on ne l'est pas pour la plupart d'entre nous, et qu'en fait, on a peut-être besoin d'aide. Et c'est pas grave d'avoir besoin d'aide. Ça peut être un outil. Je pense qu'il y a aussi l'éducation qui est très importante. Tout simplement, on ne connaît pas les choses dont on vient de discuter aujourd'hui. La plupart des gens ne sont pas au courant de ça. Et donc, je pense que ça, c'est très important. J'ai plein de livres aussi que je peux citer qui peuvent aider à prendre conscience du sujet, qui existent, des méthodes, des livres. Et je pense qu'on va venir à un moment où on va apprendre à l'école en fait, ce genre de choses, de la même manière que aujourd'hui on apprend par exemple la nutrition. Ça fait partie de... J'ai un fils qui va à la crèche. À la crèche déjà on introduit les différents types de nourriture, on leur explique ce que c'est, pourquoi c'est important, pourquoi les légumes, pourquoi les fruits, etc. On va arriver à ce genre de niveau d'éducation aussi pour la société et pour permettre aux gens de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour eux. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore. On a créé en fait toutes ces technologies qui sont très addictives et qui sont incroyables, et on n'a pas encore créé l'éducation, les coutumes et les outils qui permettent en fait de faire en sorte que elle nous bénéficie à nous en fait. Ouais. Il y a un ami que tu connais par ailleurs, Sacha, qui me disait en fait il ne faut pas trop s'en vouloir effectivement, parce que quand vous avez des centaines voire des milliers de neuroscientifiques qui travaillent sur les cerveaux, qui savent très bien comment ça marche, qui travaillent à faire en sorte que vous soyez addict, il faut pas s'étonner qu'après on le soit. Enfin, mécaniquement, en fait, tu peux pas. Enfin, sachant que notre cerveau est, je l'ai dit au tout début, dans cette citation, on a des cerveaux paléolithiques, c'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, il a pas évolué sur les 10 000, 12 000 dernières années, parce qu'un cerveau, ça évolue très lentement, tout simplement, et que là, il y a toutes ces technologies qui arrivent, avec des neuroscientifiques qui savent très très bien comment fonctionne votre cerveau, beaucoup mieux que vous-même, et qui sont là pour vous le manipuler, et du coup, c'est quasiment impossible de résister. Enfin, c'est pas impossible de résister, hein, mais j'imagine que pour la plupart d'entre nous, en tout cas, c'est très compliqué de résister, quoi. Soit tu vas pas être du tout sur ces réseaux et c'est une posture, ce qui peut être aussi une posture, pourquoi pas. Soit t'as pas d'usage du web social, tu vois. Typiquement, je pense ma mère qui est pas du tout, tu vois, addict à ce genre de truc. Mais après, quand t'es dedans, et j'ai l'impression que plus tu nourris la bête, pire c'est. C'est-à-dire plus tu postes, plus t'es addict. Ouais. Donc ça fait une petite pensée aux influenceurs qui nous écoutent. Pensez aussi à vous qui suivez des influenceurs, sachez que leur vie de tous les jours, elle ne doit pas être très rigolote finalement, parce qu'en fait ils sont hyper addicts. On a beaucoup d'influenceurs qui utilisent notre app d'ailleurs. Ouais. J'imagine, parce qu'en fait c'est quand t'es influenceur, et c'est un peu mon cas d'une certaine manière, tu vois, t'es tout le temps sur les réseaux, enfin pas tout le temps, mais quand même beaucoup de toute évidence, et parce qu'en fait t'as des gens qui te parlent, t'as des messages privés, t'as des interactions, et donc t'as tendance à vouloir les voir, à vouloir répondre, à vouloir réagir quand c'est nécessaire, etc., et du coup ça crée encore plus d'addiction. Donc en fait finalement les influenceurs sont peut-être les personnes les plus malades. Je compatis, et c'est pas facile. Et les influenceurs et ceux qui travaillent aujourd'hui en marketing, ceux qui sont... Il y a beaucoup de gens qui, finalement, par exemple, les réseaux sociaux font partie du travail de beaucoup de types de professions différentes. Bien sûr. Des entrepreneurs, des gens qui sont, je sais pas, designers, qui doivent vendre leurs services, etc. Donc c'est vrai que c'est pas aussi facile que... Je suis totalement d'accord avec toi sur... Voilà, déjà, il y a les meilleurs scientifiques du monde, les meilleurs ingénieurs du monde qui ont travaillé à concevoir ces produits et à les rendre extrêmement addictifs. Donc on est tous, d'une certaine manière, addicts, et on est devenu accro à ces technologies, et il ne faut pas se sentir mal, c'est juste la conséquence de ça. Mais en plus, contrairement à, je sais pas, de l'héroïne ou d'autres drogues, c'est beaucoup plus
pernicieux parce que c'est aussi des technologies qui sont incroyables. Donc et de la gratification sociale en plus. On va pas te dire, oh là là, enfin, sauf dans un couple éventuellement, mais on va pas te montrer du doigt en disant, attends, t'es quand même très addict, tu vois. Enfin, la cocaïne, ou évidemment, on va te dire, t'as un petit problème quand même. Tu vois, ou l'alcool même aujourd'hui, la clope, les cigarettes peut-être un peu moins, mais on va te dire, t'as un petit problème d'addiction quand même. Tandis que le téléphone, bon, éventuellement ton conjoint, ta conjointe, tes enfants potentiellement, mais sinon socialement c'est complètement intégrant en fait. Et d'ailleurs c'est peut-être pas nécessairement le bon terme d'ailleurs l'addiction parce que ça a cette connotation négative, mais il y a d'ailleurs certains chercheurs avec lesquels on est en contact qui réfutent vraiment ce principe d'addiction, en tout cas l'utilisation du terme pour parler de son comportement, mais ce qui nous fait penser que c'est addictif, c'est que par exemple si je te vole ton téléphone maintenant, tu vas avoir en fait un effet de retrait très fort, très immédiatement, où tu vas paniquer, enfin en tout cas pour la plupart des gens, chercher le téléphone dans ta poche alors qu'il n'est pas là, ce genre de choses. Et l'autre aspect, c'est l'effet de l'intentionnalité, c'est-à-dire que si tu arrêtes quelqu'un qui prend son téléphone et qui l'ouvre, et que tu l'arrêtes à ce moment-là et tu lui dis qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait la plupart du temps les gens seront pas au courant parce que c'est purement inconscient. Ça fait pas appel à la partie consciente du cerveau pour la plupart des ouvertures de téléphone, donc c'est assez fortement indicateur d'une addiction. Mais de l'autre côté, les addictions traditionnelles ont pas du tout, c'est pas des outils de productivité, des outils de connexion sociale, etc. Donc il y a tout l'aspect positif qui pourrait dire qu'en fait c'est peut-être pas le bon terme, peut-être qu'il y a autre chose, mais en tout cas c'est un problème. Et tu me disais un truc que je savais pas, on parlait des choses que je savais pas, un truc que j'ai trouvé très flippant, c'est que Apple est capable aujourd'hui à travers l'iPhone de savoir dans quel mood, dans quel niveau d'émotion tu es. Et ça m'a surpris parce que d'abord je savais pas, et de deux, comment ça marche et c'est quoi les potentiels impacts de ça? Ouais, moi j'ai démarré ma carrière il y a très longtemps chez Google quand j'étais encore étudiant, il y a plus de 17 ans maintenant, et en fait je raconte cette histoire parce que je pense que c'est important pour le contexte. Dans l'équipe dans laquelle je travaille, dans l'équipe de recherche qui s'appelle Market Insights, et à l'époque Google était beaucoup plus petit évidemment qu'aujourd'hui, et dans l'équipe, on avait un économiste qui venait nous rejoindre, qui s'appelait Al Varian, qui est encore le chief economist de Google, qui s'est lancé assez vite dans une étude, quand je travaillais là-bas, pour prédire le niveau du chômage aux États-Unis en utilisant juste des requêtes Google. Et il s'avère qu'en fait, en quelques semaines, il a réussi à construire un modèle qui pouvait prédire le chômage de manière beaucoup plus précise que tous les instituts les instituts de sondage qui produisaient ces données. En fait, je raconte cette anecdote parce que du coup, pour moi, ça fait très longtemps que je comprends que les entreprises qui ont beaucoup de données sont capables de prédire énormément de choses. Et en fait, ça c'était avant le smartphone, avant les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, en fait, plus tu utilises une technologie, plus tu permets à l'entreprise qui construit cette technologie de savoir des choses sur toi, évidemment, mais aussi de prédire tes comportements. Donc, Apple, par défaut, même s'ils ont une marque très forte et des pratiques autour du respect de la vie privée, mais la réalité, c'est que absolument tout ce que tu écris, tout ce que tu prends en photo, tout ce que tu entres sur une technologie comme ton iPhone permet à Apple d'améliorer le produit et notamment prédire des comportements. Donc par exemple, il y a quelques jours, c'était avant-hier je crois, Apple a annoncé son nouvel appareil qui est un casque, un casque de VR. Et en fait, c'est un exemple intéressant, c'est une des nouveautés de casque, c'est qu'il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'interface tactile. En fait, tu regardes dans le casque là où tu veux cliquer et tu vas cliquer avec tes yeux, en fait. Et ensuite aussi avec des gestes de la main qui sont captés par une caméra. En fait,
ils ont publié certaines données techniques là-dessus. Et en fait, il s'avère qu'ils peuvent prédire là où tu vas regarder et là où tu veux cliquer avant que tu regardes et avant que tu décides de cliquer. Ils sont obligés de le faire parce qu'en fait, pour que ça soit rapide et que ça soit intuitif, que ça soit complètement intuitif et que tu aies l'impression complètement naturelle, en fait, ils doivent prédire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont construit des modèles, c'est évidemment depuis des années, pour prédire ce que tu vas faire avant que tu le fasses. Et par exemple, c'est pas évidemment unique à Apple, c'est le cas de Google, c'est le cas de Facebook et beaucoup d'autres. Pour améliorer ces produits, on construit des modèles prédictifs pour globalement savoir ce que tu vas faire avant que tu le fasses, et souvent ce que tu vas faire même avant que tu saches que tu vas le faire. C'est aussi l'autre aspect de ça. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu as accès à la manière dont les gens utilisent, juste un exemple, le clavier de ton téléphone, la manière dont tu tapes sur ton clavier indique énormément de choses sur ton état émotionnel, par exemple. C'est assez... les mots que tu tapes ou la manière dont tu tapes ? La manière dont tu tapes, la rapidité, est-ce que tu fais des fautes d'orthographe, les mots que tu utilises aussi, ne font pas faire partie du modèle, mais évidemment tu vas pouvoir, juste avec ça, savoir si tu es plutôt en colère, plutôt stressé, et utiliser cette information pour améliorer les produits, ou alors, si ton business model le permet, pour mieux te cibler avec des publicités qui sont très pertinentes à ton état émotionnel ou à ce que tu fais aujourd'hui, maintenant. Ouais. Et là, c'est vrai pour l'iPhone. Est-ce que c'est vrai pour les autres constructeurs, que ce soit Huawei, oui, Samsung? Je pense que tous les constructeurs technologiques, ça revient. C'est-à-dire que c'est possible techniquement. Après, la question, c'est quelle est l'incitation, ouais. Et quel niveau d'investissement on veut mettre derrière ça. Évidemment, les boîtes d'économie de l'intention, donc par exemple Facebook, ont tout intérêt à faire ça. Donc, Facebook a des données, ce qu'on appelle psychographiques, et ça, c'était publié sur les gens, donc ils peuvent prédire l'état émotionnel des gens en fonction de la manière dont ils utilisent, par exemple, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. Et ils utilisent ces données pour cibler. Donc, précisément, ça, on ne sait pas, mais globalement, c'est des données qui permettent de te vendre des choses. Ouais. De te vendre et c'est là où ça devient plus problématique parce que ça a été prouvé aussi, expliqué, prouvé, que ça aide aussi des partis politiques, en particulier les partis d'ex-politique extrêmes, plutôt extrême droite, qui vont utiliser ces méthodologies parce qu'en fait on est capable de savoir qui est en colère, qui a peur. Enfin, c'est très étonnant, mais c'est tout ce que montre The Social Dilemma dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Ouais. Je me souviens plus du titre en français du documentaire, je me souviens plus. Mais et ils vont utiliser ces technologies-là. Maintenant, ils ont été pointés du doigt, donc ils vont moins le faire, j'imagine. Mais aujourd'hui, on est capable de dire, cette personne-là, elle est dans la peur, etc. Hop, allez la cibler sur tel sujet. Et en fait, on sait qu'elle va aller voter. L'insécurité. Voilà, par exemple. Ce genre de choses. Ouais. Quand tu regardes des séries de science-fiction, et en particulier, même sans aller dans la science-fiction, on le voit avec ChatGPT là, on arrive de plus en plus dans des modèles de voix, typiquement Siri associé à ChatGPT. Bon, ça n'existe pas, mais tu peux l'envisager. Facilement, je veux dire. Où donc, du coup, tu n'as plus l'interface du téléphone, tu as une interface vocale, avec de l'autre côté un appareil qui te répond, en fait. Un petit peu comme Heure dans le film. Là, je pousse un petit peu le bouchon parce qu'on n'est pas là, mais même si il y a quand même pas mal de gens qui y travaillent l'un dans l'autre. Ou tu parlais tout à l'heure du casque de VR, mais en fait, dans les films de science-fiction, tu as parfois un hologramme, t'as vraiment cette interface voix et t'as plus d'écran. Est-ce que du coup, comment on peut envisager ça ? C'est-à-dire que je sais qu'à travers la voix, tu peux encore plus analyser l'état émotionnel de la personne, ça c'est très clair. Mais comment on peut envisager l'évolution des choses ? C'est-à-dire est-ce qu'on sera toujours addict à ces appareils si on les regarde plus ? Est-ce que le regard finalement a un rôle important ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses bénéfiques qui vont venir des nouvelles technologies qui arrivent, que ce soit d'ailleurs le casque VR ou potentiellement des technologies qui remplacent le téléphone, qui soient par la voix. Une des choses importantes, c'est que, en fait, aujourd'hui, quand on passe 5 heures, comme tu dis, 5h30 sur son téléphone, ça veut dire qu'on
on est 5h30 en train de regarder un écran plat avec des lumières LCD. Un petit écran. Un petit écran, exactement, qui a donc... Physiquement, déjà, on a une posture qui n'est pas très naturelle. On est tous courbés, globalement, pour regarder notre téléphone. On est plutôt statique. Donc, un des effets bénéfiques, c'est que ça sera peut-être plus naturel. C'est-à-dire que la voix, c'est plus naturel. Notamment si tu peux te déplacer, tu peux marcher, tu peux aller n'importe où, au soleil, etc. Donc, il y a moins de contraintes par rapport à ça. Donc, je pense que ça, c'est un aspect bénéfique. Mais le danger, c'est que ça va devenir encore plus une partie intégrante de tous nos aspects de notre vie. Enfin, je pense que la vision d'Apple avec cette nouvelle technologie est assez claire, qui est que aujourd'hui, c'est la première version, mais à terme, ça va devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent. Je pense qu'on peut l'imaginer comme des lunettes de vue, en fait, vraiment. Donc quelque chose qui est aussi facile à mettre que des lunettes de vue et qu'on peut porter, en fait, 24/24 pendant toute la journée et potentiellement aussi pendant la nuit, qui nous, en fait, crée une expérience complètement immersive, donc en 3D, avec du son spatial, donc vraiment pour répliquer la réalité, et avec une notion transparente, donc tu peux quand même être présent, tu peux quand même effectivement écouter quand tu es en train de te parler, mettre de côté la technologie, écouter quand tu es en train de parler. Le danger, c'est que on en revient en fait aux incitations. C'est en fait quelle est l'incitation des gens qui téléchargent, qui créent cette technologie. Et en fait, quand tu passes 100% de ton temps à interagir avec une technologie, il faut se poser la question de l'incitation. C'est-à-dire, tu remets en fait ta vie d'une certaine manière entre les mains de développeurs qui ont créé ces technologies. Est-ce qu'ils sont là pour faire en sorte que tu aies une bonne vie, ou est-ce qu'ils sont là pour faire en sorte de vendre des nouvelles technologies, des aspirateurs et des services. Donc je pense qu'en fait on devient plus vulnérable à ça. Et il faut vraiment se poser la question de savoir, est-ce que je suis en contrôle de ma vie, ou est-ce que je suis vraiment en train de vivre une vie très passive. Est-ce que l'une des clés aussi pour les gens qui n'ont pas Opal, c'est pas de prendre un plus petit écran? En fait, j'ai cru comprendre que plus ton écran était petit, moins tu regardais ton téléphone. Ouais. Même quand c'est un smartphone. Ouais, c'est assez intéressant. On a des données d'ailleurs là-dessus assez claires à travers d'applications, mais il y a une relation très claire entre plus ton téléphone est grand, plus tu passes du temps dessus. Ça peut clairement être une solution. Tu peux évidemment décider d'avoir un téléphone plus petit. Ça peut être une restriction que tu veux mettre dans ta vie. Il y a des gens, comme tu disais, qui sortent de smartphone ou alors qui ont un téléphone secondaire et qui disent, voilà, mon smartphone, il est à tel endroit et je vais prendre un Nokia ou un téléphone très basique pour quand je sors de la maison, par exemple. Il y a tout un tas de solutions comme ça. Et je pense que ça peut évidemment faire partie de la solution, mais c'est très... Ça dépend vraiment de chacun. Il n'y a pas vraiment de solution unique. Il y a aussi une entreprise que j'aime beaucoup aux États-Unis qui crée un téléphone qui s'appelle le Light Phone, qui a un téléphone inintelligent, donc pas un smartphone, mais qui quand même te permet de te connecter à WhatsApp, d'avoir Google Maps, d'avoir un peu des services essentiels, et qui est vraiment designé de manière très pure, avec en noir et blanc, très peu distrayante. Ah, c'est le Kindle du téléphone, quoi. Ouais, exactement. Exactement. C'est un Kindle du téléphone, et ça peut aussi être une solution pour pas mal de gens. C'est intéressant. Et alors, juste parce qu'on n'en a pas du tout parlé, comment à travers une application comme Opal, tu peux limiter? Donc, ça veut dire que c'est quoi? Ça bloque? Parce que est-ce que tu as vraiment envie? Parce que quand tu bloques les applications, c'est frustrant. Ouais. Est-ce que ça bloque? Comment ça marche concrètement? Ouais, concrètement, tu télécharges l'application aujourd'hui, ça fonctionne sur iPhone, ça fonctionne aussi sur ordinateur, c'est en extension Chrome. Et en fait, on va pouvoir... Pas sur Android, c'est ça? Pas sur Android encore. Et en fait, on va pouvoir... On a accès aux données d'utilisation de ton téléphone à travers, d'une manière sécurisée, à travers une API qu'Apple a construite. Donc c'est 100% sécurisé. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est l'application localement, mais on ne récupère pas cette information, on n'en fait rien. Mais ce que ça te permet, ça te permet en fait d'analyser du coup la manière dont tu utilises ton téléphone, de donner un score de concentration, de comprendre en fait tes tendances et ton évolution.
de manière beaucoup plus poussée que ce qui existe nativement sur l'iPhone. Et par ailleurs, donc, de bloquer effectivement des applications avec différentes manières. Donc, la manière la plus utilisée, c'est de dire, en fait, par défaut, je vais ouvrir Twitter, par exemple, et pendant mes heures de travail, tu vas pas pouvoir accéder à Twitter, tu vas avoir un écran qui te dit que c'est pas possible, mais tu peux retourner dans l'application Opal et dire je veux utiliser Twitter pendant 2 minutes, et pendant 2 minutes, on va te permettre d'utiliser Twitter. Et en fait, la différence, c'est que du coup, tu enlèves le problème de l'ouverture compulsive où tu réfléchis pas vraiment pourquoi tu es là. Tu rajoutes un tout petit peu de friction et en fait, tu déclares le temps que tu vas passer avant et après, ça s'arrête. Donc ça, c'est juste un changement léger, mais en fait, qui te fait gagner beaucoup de temps en général parce que du coup, tu as une intention en tête, tu dis je vais regarder tel truc, je vais regarder tel profil. Et du coup, mon temps est compté. Et ton temps est compté et automatiquement, ça va le faire. T'as d'autres c'est marrant de remettre de la friction. Ce qu'on appelle de la friction, juste pour les gens qui nous écoutent, dans la tech, c'est des... En fait, on a essayé, enfin, les boîtes de tech ont essayé de faire des services, donc on appelle frictionless, donc sans friction, c'est-à-dire en français on dit sans couture, c'est-à-dire en fait tout est lisse, c'est très facile, c'est très fluide, tout est simple, etc. Et toi ce que tu dis c'est on va remettre de la friction pour que ça complexifie un peu l'usage, quoi. Ouais. En fait c'est comme si ton smartphone aujourd'hui c'est comme si je sais pas, tu prends ta gourmandise préférée, ton snack préféré, t'en as de manière illimitée. Est-ce que à côté de ton lit, tu mettrais probablement pas, je sais pas si t'es fan comme moi des fraises Tagada, exactement, une piscine de fraises Tagada ouverte à côté de ton lit. Parce que si tu mets une piscine de fraises Tagada ouverte à côté de ton lit, tu vas probablement manger beaucoup de fraises Tagada. Plus qu'aujourd'hui, c'est sûr. Plus qu'aujourd'hui, exactement. Donc tu mets des fraises Tagada, peut-être t'en as pas beaucoup, elles sont dans un placard, avec une clé, quelque part, peut-être avec une clé, mais rien que le mettre dans un placard, déjà, ça veut dire qu'il faut que tu ailles là-bas, la cuisine, que tu ouvres. Donc c'est de manière naturelle, je pense, dans la vie de tous les jours, on met des coutures ou de la friction pour guider nos comportements. Et c'est pas le cas sur le smartphone, donc effectivement, on le rajoute avec l'application, et après tu peux paramétrer différentes choses. On a un mode aussi qui s'appelle timeout, où en fait il y a un compteur qui où la première fois que tu utilises, par exemple, je prends Twitter comme exemple, tu ouvres Twitter, tu vas pouvoir le faire immédiatement. La deuxième fois on va te faire attendre 3 secondes, la troisième fois on va te faire attendre 5-6 secondes, ça. Et c'est basé sur des études qui montrent que en fait, si tu rajoutes un coût ou une friction de plus en plus importante, tu décourages le comportement. Donc il y a différents types de paramètres comme ça. Et on commence aussi de plus en plus à trouver en fait des moments de la journée, même sans que tu paramètres. Donc là aujourd'hui c'est principalement, je vais dire pendant mes heures de travail, ou le matin, ou le soir, ou le week-end, tu paramètres en fait ces plages horaires et on va mettre en place ces comportements automatiquement. Et de plus en plus on est en train d'introduire aussi, juste une fois que tu as l'application installée, on va identifier les moments où tu es distrait, et juste le moment où tu ouvres Instagram à ce moment-là, on va te donner un message qui est personnalisé, qui va dire hey Greg, ça fait 50 fois que tu ouvres Instagram dans les 2 dernières heures, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Tu peux, il n'y a pas de problème, tu peux dire oui, ou tu peux dire non, peut-être pas, en fait je savais pas, j'étais pas conscient, et on va t'aider en fait à reprendre un petit peu de conscience. Est-ce que ça serait pas bien je pense que ça va intéresser les couples, là, ce que je veux dire, mais ça serait pas bien d'avoir aussi une capacité soit de l'entendre, soit de le déclarer, je suis avec quelqu'un, et que justement, quand tu prends ton téléphone et que tu vas sur Instagram, tu fais ouais, là je crois que t'as oublié, mais en fait t'as quelqu'un. En fait là t'es avec des gens. Donc concentre-toi sur la réalité plutôt que d'aller sur une application. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va probablement le rajouter. On a des couples qui l'utilisent vraiment. On a une fonctionnalité aussi qui est intéressante, c'est que ces plages horaires, donc on appelle ça des sessions dans l'application. En fait, tu peux les partager avec quelqu'un. Donc par exemple, moi je peux t'inviter à ma plage horaire, et si tu acceptes, en fait, tous les deux, on sera off d'Instagram, Twitter, des outils que tu t'as définis. Ouais. Donc, par exemple, le soir, il y a beaucoup de couples qui l'utilisent en disant, voilà, pendant, je sais pas, de 21h à 22h, à tel jour, on va décider de être présents ensemble, et on va faire ce pacte mutuel, en fait, où on va pas être distrait à ce moment-là. Et d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est important de le dire, sur les enfants en particulier, les enfants sont des buvards, donc en fait, on peut pas se plaindre de l'usage de nos enfants si nous-mêmes, nous avons ces usages. C'est-à-dire que si ton enfant, il te voit sur ton téléphone en permanence, bah, ça lui donne l'envie d'abord déjà d'en avoir un, et puis surtout, ça lui donne l'information que c'est pas un problème
d'être sur ton téléphone en ayant la présence d'autres personnes. Totalement. Et c'est très dur. J'aimerais avoir une solution plus facile pour les parents. Moi, je suis parent moi-même, mais c'est un sujet constant. Mais effectivement, ça démarre par le comportement des parents, clairement. Et l'autre, ça c'est la première chose, qui est beaucoup plus dure à avaler évidemment que juste de dire je vais pas lui donner le téléphone ou je vais lui restreindre l'accès à certaines choses. Mais l'autre aspect qui est assez intéressant, c'est que il y a une étude qui est très concluante sur le sujet, qui montre que en fait, l'autorégulation. Alors en fait, il y a deux choses différentes. Il y a les enfants, disons, avant 12 ans, vraiment enfants, on va dire, et après il y a pré-ados et ados, qui sont deux choses différentes. Les enfants, j'en parle pas vraiment sur ce sujet-là, mais disons, après 12 ans, en sachant que le moment où les gens achètent un smartphone en moyenne, aux États-Unis c'est 12 ans, je crois qu'en France, j'avais lu 13 ans, je sais pas exactement quel est le chiffre, mais c'est à peu près... C'est plus ou moins la même chose. Mais... C'est à peu près l'âge. En fait, à partir de ce moment-là, c'est l'autorégulation qui marche beaucoup mieux que la restriction. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est assez intuitif aussi, c'est que si tu dis à ton enfant, par exemple, t'as pas le droit d'avoir de Coca-Cola du tout, jamais, pendant toute ton enfance, dès qu'il aura l'occasion de boire du Coca-Cola, il va en boire. Il va te boire la bouteille. Il va boire toute la bouteille. Par contre, si tu arrives à lui expliquer, lui dire voilà, c'est pas génial, pour telle et telle raison, moi voilà ce que je fais, j'en prends un peu de temps en temps, ça va, mais à d'autres moments je bois pas de Coca pour telle raison, parce que c'est sucré, parce que etc. En fait, c'est beaucoup plus puissant. Et après, de discuter avec l'enfant, dire « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ou l'adolescent, quelles sont les règles que toi, tu veux mettre en place ?» Et en fait, après, lui donner un outil. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus, même si c'est pas notre cible principale, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait à faire, mais on a de plus en plus de collégiens et de lycéens qui eux-mêmes en fait installent l'application, mettent en place leur propre régulation et leurs propres restrictions sans l'accord, enfin sans demander à leurs parents. En fait, ils le font eux-mêmes. Par certains demandent à leurs parents après et ils le font avec eux. Mais on a un pilote en cours aujourd'hui aux États-Unis dans un lycée qui a acheté des licences pour 850 lycéens et qui leur a donné. Et en fait, la raison pour laquelle ça s'est fait, c'est parce que les lycéens ont dit à leur établissement qu'en fait ils utilisaient certains qui ont dit qu'on utilisait cette application, que c'était très utile pour eux. Du coup, le lycée nous a contactés pour acheter les licences. Donc en fait, je pense que c'est pas que je suis très optimiste sur cette génération, c'est qu'en fait, je pense que beaucoup sont conscients, pas tous, mais beaucoup sont conscients et cherchent des solutions et qu'on va arriver à un certain équilibre. Ouais, là, on était dans une sorte d'euphorie, pas très joyeuse finalement, mais une euphorie de l'usage, parce qu'en fait on a découvert le monde sans friction, mais en fait qui nous coûte énormément de temps, de santé mentale, ce que tu disais tout à l'heure, parfois de démocratie, parce qu'en fait encore une fois on peut modifier le vote des gens de cette manière-là, de sécurité, parce qu'on peut être vraiment en insécurité, en particulier quand on regarde Instagram, c'est ce que tu disais, on se sent moins bien une fois qu'on quitte Instagram que quand on l'ouvre. Et de faire plus de projets, d'avoir plus de créativité, enfin, c'est étonnant en fait, d'être plus concentré, de mieux dormir, la liste elle est assez longue, en fait c'est ça qui est fou, mais en même temps, et c'est ce que tu disais, tu vois, moi alors moi je sais que j'ai un usage qui est quand même très important, hein. J'imagine que la majorité des gens ils passent pas 5h30 sur leur téléphone, je leur souhaite pas, mais tu vois, il y a des fois où tu vas dîner avec quelqu'un, tu vas dire, ah mais t'as vu ce truc, attends je t'envoie un lien. Et du coup, tu ouvres ton téléphone. Ah ouais, mais attends, je crois que je l'ai vu sur Instagram. Et du coup, hop, tu vas sur Instagram. Et t'es dans la conversation. Donc, c'est un usage voilà. Mais bon, c'est quand même pas la majorité des usages, malgré tout. C'est-à-dire que je pense que tous les gens qui vont écouter ça, ils peuvent se dire ça, bien sûr. Ouais. Mais quand même, la majorité des usages, c'est pas ça. La majorité des usages, c'est qu'à un moment donné, parce que tu vas être fatigué, parce que X ou Y, tu vas aller sur Instagram, ou tu vas aller sur Twitter, ou tu vas aller sur tes mails. Et en fait, t'es avec quelqu'un et t'as rien à y faire. T'as rien à y faire. Et je parle en connaissance de cause, parce que c'est des choses que je peux faire. Hein, donc, clairement, c'est triste en même temps de se dire j'ai besoin qu'on m'aide. Tu vois, ça fait très alcoolique anonyme, justement. Je suis addict et j'ai besoin qu'on m'aide. Moi, je milite pour rendre ça complètement acceptable dans la conversation et dire qu'en fait, voilà, tout le monde est dans cette situation. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il faut pas se sentir coupable. Il faut plus se dire ok, très bien, c'est la situation de tout le monde aujourd'hui.
Globalement, ceux qui disent qu'ils ne le sont pas, il y a beaucoup de gens qui mentent. Mais et après, il y a quelques exceptions toujours. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on trouve quelque chose qui marche pour nous, quoi. Cela dit, si tu n'as pas un gros usage des réseaux sociaux, finalement, il n'y a pas vraiment de raison que tu sois addict. Il y a beaucoup de différents types d'addictions. Hein. Il peut y avoir les jeux aussi. Hein, parce que moi par exemple, je ne fais pas du tout les jeux. Mais... Bien sûr, les jeux, les news, chercher des choses sur Google. Enfin, je sais pas, moi, des gens qui ont, tu vois, la soixantaine aujourd'hui, qui vont à un dîner, tu vois, en permanence, dire attends, j'ai oublié ce truc, je vais chercher, je vais aller sur Google, ça. Il y a beaucoup d'autres, il y a différents types. Le travail aussi est très addictif, en réalité, notamment avec la messagerie instantanée, avec Slack, avec les emails. Les emails sont extrêmement addictifs. Beaucoup d'entre nous sont aussi des travailleurs acharnés qui apprécient leur travail et qui en tirent beaucoup de choses. Et du coup, il y a beaucoup d'autres types de comportements qui peuvent être mieux régulés. Merci beaucoup, Kenneth. Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, je veux ouvrir la porte à un équilibre entre notre humanité et la technologie. Et je voudrais fermer la porte à... je crois que je vais me désabonner de ton compte Instagram. Merci beaucoup, Kenneth. Merci Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.